En 2016, la France accueillera l'Euro de football et dans cette optique, l'État et les collectivités ont prévu de réaliser 2 milliards d'euros d'investissement, 1,6 milliard pour les stades et 400 millions pour les transports. Mais ces investissements sont-ils rentables? Eh bien, on se pose la question, d'autant plus que le gouvernement va exonérer de tout impôt les différentes entités chargées de l'organisation. Bonjour Vincent Chaudel, Bonjour. vous êtes directeur communication et marketing chez Kurt Salmon et expert dans le domaine du sport business. Alors, la première question, est-ce que la France va rentrer dans ses frais? Alors, rentrer dans ces frais, c'est toujours bien délicat à dire avant une compétition. En tout cas, euh, certains éléments nous laissent croire que ça peut être un succès. L'équipe de France va mieux, les infrastructures sont au rendez-vous, il peut y avoir un engouement populaire. Et si la performance est au rendez-vous comme elle a pu l'être en 98, en 1998, alors on peut attendre un effet positif sur l'économie du pays. Est-ce que cette organisation de l'Euro 2016, c'est surtout l'occasion de moderniser nos stades qui sont plutôt anciens par rapport aux stades qu'il y a au Royaume-Uni ou en Allemagne? C'est surtout l'occasion de rattraper notre erreur de 1998. En 1998, nous avons investi 600 millions d'euros dans les stades et en fait 400 dans le Stade de France qui n'accueille pas de club de Ligue 1. Les Allemands, pour la Coupe du Monde 2006, ont investi 1,3 milliard dans 12 stades de Bundesliga. Ça leur a permis de pas doubler leurs affluences, mais pas loin, puisqu'en fait, ils étaient autour de 25 000 avant les années 2000, et aujourd'hui, ils dépassent largement les 40 000 spectateurs de moyenne. Donc c'est la Ligue 1 qui va profiter pleinement des bénéfices de l'Euro 2016. Pas que la Ligue 1, déjà certains clubs, les clubs qui ont un potentiel au niveau européen, mais derrière la Ligue 1, c'est surtout tout le football français et tout le sport professionnel français parce que le football joue un rôle de locomotive. Quels sont les autres secteurs qui vont tirer profit de cet Euro 2016? On pense au tourisme par exemple? Le tourisme, évidemment, les villes a fortiori, mais aussi toute l'économie autour de l'économie du sport, c'est-à-dire vous avez là les constructeurs d'infrastructures qui ont pu bénéficier de plus d'1,5 milliard, pas loin d'1,6 milliard dans l'investissement. Il a fallu faire du béton, il a fallu faire beaucoup investir, créer des entreprises sur la capacité d'accueil, sur le service autour des spectateurs. Mais en fait, si je comprends bien, ces retombées, elles sont difficiles à chiffrer exactement puisque ce sont des retombées déjà en termes d'image, des retombées immatérielles et puis également des retombées sur le long terme. Alors, les retombées, on peut les calculer de différentes manières. La vérité, c'est que sur des événements sportifs, on gagne surtout du temps. Gagner de l'argent, ce n'est pas nécessairement une évidence, mais gagner du temps, c'est a priori une certitude. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par gagner du temps? Gagner du temps, je vais prendre un exemple. Dans la modernisation? Dans la modernisation, dans la transformation, dans l'aménagement du territoire, on peut prendre différents exemples qui nous touchent de plus ou moins près. Les JO de Londres en 2012 ont permis à la ville de Londres de transformer tout l'est de cette ville, certainement bien plus vite que si la ville n'avait pas obtenu les JO. Sochi a été désenclavé, à grands frais évidemment, mais rappelons-nous aussi qu'en 1992, les JO d'Albertville avaient permis de tracer l'autoroute et le TGV qui nous permettent tous aujourd'hui d'aller skier régulièrement. Quel bilan est-ce que l'on peut tirer des derniers événements footballistiques qui ont été organisés? Pour parler de l'Euro, toujours le dernier, c'était en 2012, c'était en Pologne et en Ukraine. Est-ce que ces deux pays en ont profité pleinement? Pour l'Ukraine, c'est difficile de le dire parce que malheureusement pour ce pays, il a été frappé par une instabilité politique et des tensions, on les connaît. Pour la Pologne, évidemment, on peut attendre encore des transformations et surtout au niveau footballistique une dynamique, mais on est dans un contexte économique compliqué et c'est plutôt son voisin, l'Allemagne, l'Allemagne qui a tiré profit, et on le voit bien d'un point de vue économique, de plutôt la dynamique de 2006. La Pologne n'a pas encore récupéré ses subsides. En revanche, la Pologne a pu se transformer tant au niveau des infrastructures footballistiques qu'au niveau des transports avec le soutien de l'Europe et avec des subventions. Donc ça, c'était très intéressant pour eux.
Après l'Euro 2016, il y aura un Euro 2020 un petit peu particulier puisqu'il n'est pas organisé par un pays, mais dans plusieurs stades dispatchés sur tout le continent. Quel sens faut-il donner à cette décision de l'UEFA? C'est peut-être le signe qu'on atteint une limite de l'exercice, c'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait plusieurs pays qui se battaient pour avoir l'organisation de ce type d'événement. Ils pouvaient justement aller jusqu'à octroyer des avantages. On a beaucoup parlé de la fiscalité pour l'Euro 2016. Mais là, aujourd'hui, les événements ont un tel succès médiatique, ils génèrent une telle organisation que ça devient de plus en plus compliqué pour un pays de l'assumer seul. Alors qu'à l'échelon de la ville, c'est plus facile. C'est plus facile au niveau d'une ville et donc une organisation comme l'UEFA peut recréer une compétition, une émulation entre les villes qui peuvent se battre pour être candidates et accueillir ce tel événement. Eh bien Vincent Chaudel, je vous remercie pour ce décryptage sur ces bénéfices que l'on peut anticiper, donc des bénéfices plutôt à moyen terme pour la France de l'organisation de l'Euro 2016. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci.